Parfois, un simple mot suffit à briser des années de patience. Pour Clara, ce mot fut un ordre cruel, lancé un soir d'automne par l'homme qu'elle avait épousé. Pensant la soumettre définitivement en lui imposant sa famille et ses propres règles sous son toit, Lucas ignorait qu'il venait de réveiller une force tranquille et implacable. Entre les murs secrets de sa maison et les coulisses d'une justice impitoyable, découvrez l'incroyable voyage d'une femme résiliente qui, face à la trahison, a choisi de ne plus jamais baisser les yeux. Cette histoire est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles serait purement fortuite. Le silence de la grande maison en pierre de taille n'avait jamais pesé aussi lourdement sur les épaules de Clara que ce soir-là. Assise devant son grand bureau en chêne massif, la jeune femme fixait l'écran de son ordinateur où s'alignaient des paragraphes denses qu'elle traduisait depuis l'aube. Traductrice littéraire indépendante, Clara aimait la solitude choisie de son métier, cette capacité à donner une voix française à des émotions nées à l'autre bout du monde. Sa vie était ordonnée, discrète et guidée par une profonde quête de sérénité. Elle avait mis tout son cœur et toutes ses économies, issues de l'héritage de sa grand-mère, pour acquérir et restaurer cette demeure située en lisière de forêt, un havre de paix où elle pensait construire un avenir solide avec son époux, Lucas. Cependant, depuis quelques mois, une ombre invisible s'était glissée dans les pièces de la maison. Lucas, autrefois charmant et attentionné, changeait de visage à mesure que ses propres affaires stagnaient. Une dynamique de contrôle s'était installée, subtile d'abord, puis de plus en plus écrasante. Clara, par amour et par respect pour les promesses du mariage, avait souvent fermé les yeux, préférant la patience aux éclats, espérant que cette mauvaise passe professionnelle ne serait qu'un lointain souvenir. Aux alentours de 19 heures, le crissement familier des pneus de la berline de Lucas sur le gravier de l'allée rompit la tranquillité de la soirée. Clara s'apprêtait à éteindre son ordinateur pour l'accueillir, quand le bruit insistant de plusieurs portières qui claquent et des éclats de voix rauques résonnèrent à l'extérieur. Intriguée, elle se leva et s'approcha de la fenêtre du salon. À travers les vitres, elle vit Lucas ouvrir le coffre de la voiture, mais il n'était pas seul. Ses parents, Charles et Evelyne, en sortaient également, l'air fatigué mais étrangement triomphant, entouré d'une montagne de valises et de cartons volumineux. Avant que Clara n'ait le temps de comprendre la situation, la lourde porte d'entrée s'ouvrit à la volée. Lucas entra le premier, le visage fermé, suivi de ses parents qui s'installèrent immédiatement dans le hall sans même un regard pour la maîtresse des lieux. Evelyne commença déjà à inspecter les murs d'un air critique, tandis que Charles posait ses lourds bagages sur le parquet ciré. Clara, le cœur battant à un rythme anormal, s'avança vers son mari, cherchant ses yeux. D'une voix douce mais ferme, elle tenta d'obtenir des explications sur cette arrivée impromptue. C'est à cet instant précis que le masque de Lucas tomba définitivement. Il se tourna vers elle, redressa les épaules et la toisa avec un mépris qui lui glaça le sang. Devant ses parents qui opinèrent du chef, il s'approcha d'elle et ricana d'un ton cinglant. « Ton avis ne compte pas. C'est moi qui commande ici. Remets-toi à ta place. » Il ajouta, sans la moindre once de culpabilité, qu'il venait d'installer définitivement ses parents dans la maison et qu'elle n'avait d'autre choix que d'accepter la situation et de se mettre à leur service. Le choc de l'humiliation fut d'une violence inouïe, mais au lieu de s'effondrer en larmes ou d'éclater en cris de colère comme Lucas s'y attendait sûrement, quelque chose se brisa et se reconstruisit instantanément en Clara. La douleur laissa place à une froide et implacable lucidité. Elle regarda son mari, puis ses beaux-parents qui affichaient un sourire suffisant, et dessina sur ses lèvres un sourire d'une sérénité absolue. D'une voix d'un calme olympien, presque déconcertante, elle répondit simplement « Très bien ». Laissant la famille s'approprier le salon avec arrogance, Clara fit demi-tour et monta calmement les escaliers jusqu'à son bureau. Elle ferma la porte à clé derrière elle pour s'isoler du bruit de l'invasion. Ses mains ne tremblaient donc plus. Elle s'approcha du vieux secrétaire au fond de la pièce, fit glisser un panneau de bois secret et y inséra une petite clé en cuivre qu'elle portait toujours sur elle. Dans le compartiment caché reposait une épaisse pochette en cuir contenant les titres de propriété originaux de la maison et les documents bancaires de sa grand-mère. Lucas ignorait que toutes ces tentatives passées pour modifier les clauses du contrat de mariage avaient échoué à cause d'une subtilité juridique qu'il n'avait jamais comprise. Clara caressa le cuir de la pochette, les yeux fixés sur le vide, alors que les éclats de rire de son mari résonnaient à l'étage inférieur.
Un compte à rebours invisible venait de commencer, et Clara savait exactement où s'arrêterait sa patience. Les 2 jours qui suivirent l'arrivée de Charles et d'Evelyn transformèrent la demeure de Clara en un véritable champ de bataille psychologique, même si, en apparence, la jeune femme continuait de se murer dans un calme olympien. Dès le lendemain matin, l'espace vital de Clara fut méthodiquement envahi. Evelyn prit possession de la cuisine, déplaçant les épices, inspectant les placards d'un air dédaigneux, avant de lancer d'une voix perçante « Mon fils a besoin d'une vraie cuisine pour soutenir le rythme de ses affaires, Clara. Tout ceci manque cruellement de consistance. » Clara, qui préparait tranquillement un café, se tourna vers sa belle-mère avec un visage imperturbable et répondit simplement « Ne vous inquiétez pas, Evelyn, chacun finira par trouver exactement ce qu'il mérite dans cette maison. » Charles, quant à lui, s'installa confortablement dans le fauteuil en cuir du salon, augmentant le volume de la télévision au maximum, tout en laissant traîner ses journaux et ses tasses de café vides sur les tables basses en marqueterie que Clara entretenait avec tant de soin. Lucas, galvanisé par la présence de ses parents, affichait un triomphalisme insupportable. En la croisant dans le couloir, il s'arrêta, un sourire arrogant aux lèvres, et lui lança à voix basse « Alors, tu vois que ce n'était pas si difficile de comprendre qui prend les décisions ici ?» Clara le regarda, soutint son regard sans ciller et murmura d'un ton feutré « Le paysage change très vite, Lucas. Retiens bien tes propres paroles. » Ce que Lucas prenait pour de la soumission n'était en réalité que le silence méthodique d'une femme en train d'orchestrer sa liberté. Confinée dans son bureau sous prétexte de devoir boucler une traduction urgente pour une grande maison d'édition, Clara passait ses heures au téléphone avec Thomas, son ami d'enfance et avocat spécialisé en droit de la famille. À l'abri des regards, elle numérisait un à un les relevés bancaires, les reçus des travaux de rénovation qu'elle avait personnellement financés et, surtout, l'acte notarié d'achat de la propriété. Au fil des discussions juridiques, la situation devint d'une clarté limpide. Lucas avait toujours été persuadé que le mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts lui donnait automatiquement des droits sur la maison, d'autant plus qu'il avait tenté, 2 ans auparavant, de lui faire signer une procuration globale qu'il pensait juridiquement infaillible. Cependant, le notaire de la grand-mère de Clara avait blindé le testament avec une clause de remploi exclusive. L'argent hérité ne pouvait servir qu'à un bien propre, rendant la demeure juridiquement inviolable et la possession exclusive de Clara. Lucas n'avait jamais été propriétaire d'un seul centimètre carré de cette roche. Le vendredi après-midi, l'atmosphère se détendit légèrement lorsque Lucas annonça fièrement lors du déjeuner qu'il devait s'absenter tout le week-end avec son père pour conclure un contrat crucial en province, une opportunité, selon lui, de redresser les finances de l'entreprise familiale. Avant de franchir le seuil de la porte, une sacoche en cuir à la main, il se tourna vers Clara avec ce même sourire suffisant qui la dégoûtait désormais et lui ordonna d'un ton sec. « Profite de ces 2 jours pour nettoyer de fond en comble la chambre d'amis et vider tes propres armoires. Mes parents ont besoin de place pour leurs affaires d'hiver. » Evelyn, assise sur le canapé, ajouta sans lever les yeux de son magazine. « Et tâchez d'être efficace, nous n'aimons pas le désordre. » Clara les regarda tour à tour, adossée contre le montant de la porte, et laissa planer un silence pesant avant de répondre avec une douceur presque venimeuse. « Tout sera parfaitement rangé à votre retour, je vous le promets. » Dès que le vrombissement de la berline se dissipa au bout de l'allée arborée, le sourire de Clara s'évanouit pour laisser place à une détermination d'acier. Elle prit immédiatement son téléphone portable, composa le numéro de Thomas et attendit qu'il décroche. Sa voix, d'ordinaire si douce, résonna dans le bureau désert avec une force nouvelle et implacable. « Thomas, ils viennent de partir. La voie est libre. Activez la procédure d'urgence et envoyez l'équipe de serruriers dès maintenant. Le compte à rebours est lancé. » Le dimanche après-midi touchait à sa fin, teintant le ciel d'un dégradé de violet et d'orange qui projetait de longues ombres étirées sur l'allée de la propriété. Le vrombissement lourd de la berline de Lucas brisa le silence de la lisière de la forêt. À l'intérieur du véhicule, l'ambiance était à la célébration. Charles et son fils affichaient des visages détendus, riant à voix haute de leur apparente supériorité, certains de retrouver une maison parfaitement ordonnée par une épouse soumise. Evelyn, assise à l'arrière, ajustait ses bijoux en déclarant d'un ton doctoral « Tu as bien fait de la remettre à sa place, Lucas. Une maison a besoin d'une hiérarchie claire pour fonctionner. » Lucas gara la voiture d'un coup sec sur le gravier,
coupa le moteur et descendit le premier, une clé déjà glissée entre les doigts, impatient de franchir le seuil pour savourer sa victoire domestique. Cependant, à mesure qu'ils s'approchèrent du perron, le rire de Charles s'éteignit brusquement. Sur le trottoir, aligné avec une précision presque militaire, se trouvaient toutes les affaires personnelles de Lucas, ses costumes encore sur cintre protégés par des housses plastiques, ainsi que les lourdes valises et les cartons d'hiver de ses parents. Un silence de plomb s'abattit sur le groupe. Evelyne laissa échapper un cri d'indignation en reconnaissant ses propres effets personnels exposés à l'air libre. Lucas, le visage instantanément empourpré par une rage folle, se précipita vers la lourde porte en chêne. Il inséra sa clé dans la serrure et tenta de la tourner, mais le mécanisme resta désespérément bloqué. Il essaya à nouveau, forçant sur le métal jusqu'à s'en blanchir les articulations, mais rien ne bougea. Les serrures avaient été entièrement remplacées par un système moderne et inviolable. C'est alors que son regard se posa sur un grand document officiel sous pochette plastique, solidement scotché à hauteur d'yeux sur la vitre de l'entrée. C'était une ordonnance d'expulsion immédiate, doublée d'une demande de divorce pour faute, portant le sceau officiel du tribunal, et la signature de l'avocat de Clara. Ses yeux balayèrent les lignes juridiques exhumant la clause de propriété exclusive de la demeure. Le choc fut si violent que ses jambes fléchirent légèrement. Ses parents se pressaient derrière lui, hurlant des questions auxquelles il était incapable de répondre. Lucas recula de 3 pas sur le gravier, levant la tête vers la façade de la maison, le souffle court. À la fenêtre du premier étage, celle de son bureau, les rideaux s'écartèrent lentement. Clara apparut dans l'encadrement. Elle portait une tenue simple mais élégante et tenait entre ses mains une tasse de thé fumante dont elle prit une lente gorgée. Son visage n'affichait aucune colère, aucune haine, seulement une indifférence glaciale et souveraine qui rendit Lucas fou de rage. Il commença à frapper contre la porte close à coups de poing redoublés, faisant trembler les boiseries sans pour autant les affaiblir. « Clara, ouvre cette porte immédiatement !» hurla-t-il, sa voix déraillant sous le coup de l'hystérie. « Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Tu es devenue complètement folle? C'est ma maison, j'ai des droits ici !» Clara ne bougea pas d'un millimètre, continuant de l'observer depuis sa hauteur comme on regarde un insecte s'agiter dans un bocal. Charles s'avança à son tour, pointant un index vengeur vers la fenêtre en criant « Vous n'avez pas le droit de traiter mon fils et ma famille de la sorte, jeune fille. Vous allez le payer très cher devant la justice. » Evelyne, au bord des larmes d'humiliation, ramassait un de ces cartons qui menaçait de s'éventrer sur le sol. Lucas, réalisant que les voisins commençaient à écarter leurs rideaux face au scandale, tenta une dernière fois de forcer la poignée dans un geste de pur désespoir. Les mots du document officiel résonnaient dans sa tête, brisant toutes ses certitudes de domination, anéantissant l'illusion du contrôle qu'il pensait avoir établi sur la vie de sa femme. Il comprit en un instant que le sourire qu'elle lui avait adressé 2 jours plus tôt n'était pas un signe de défaite, mais l'arrêt de mort de leur mariage. À bout de force, le visage déformé par l'incompréhension et la terreur de perdre tout son statut social, il s'effondra à genoux sur la première marche du perron. Il agrippa les papiers du divorce, les relisant sous la lumière déclinante du jour, avant de hurler vers le ciel d'une voix déchirée par le désespoir « Non, c'est impossible !» À l'étage, Clara laissa retomber le rideau, plongeant la pièce dans la pénombre, coupant définitivement le contact avec le monde qu'elle venait de laisser derrière elle. Le silence qui s'installa dans la maison après le départ précipité de Lucas et de ses parents n'avait rien d'un soulagement paisible. C'était un silence lourd, presque palpable, qui rappelait à Clara que la première bataille venait à peine de se terminer et que la véritable guerre ne faisait que commencer. Le lendemain matin, les rayons d'un soleil pâle traversèrent les vitres du salon, éclairant une demeure désormais vide de toute présence hostile. Mais Clara ressentait une fatigue immense, gravée au plus profond de ses os. Elle savait que son coup d'éclat du week-end n'était que le déclencheur d'un processus long et destructeur. Assise à sa table de cuisine, une tasse de café intacte entre les mains, elle fixait son téléphone portable. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Dès 8 heures, l'appareil se mit à vibrer frénétiquement sur le bois, affichant le nom de Lucas. Puis, face au refus systématique de Clara de décrocher, les messages commencèrent à s'accumuler, oscillant dangereusement entre les insultes rageuses, les menaces de destruction financière et, de manière plus perverse, des supplications désespérées destinées à la faire culpabiliser. Le calvaire psychologique changea simplement de forme,
quittant les murs de la maison pour s'infiltrer dans la vie professionnelle de Clara. Vers le milieu de l'après-midi, elle reçut un appel paniqué de Thomas, son avocat. Lucas venait de bloquer l'intégralité des comptes bancaires joints du couple, coupant l'accès aux fonds de roulement professionnels que Clara utilisait pour ses contrats de traduction en cours. Pire encore, l'arrogance de son ex-mari s'était muée en une malveillance pure et calculée. Profitant de ses contacts dans le milieu des affaires, Lucas avait envoyé une série de courriels diffamatoires aux principales maisons d'édition et clients réguliers de Clara, affirmant avec aplomb que sa femme traversait une crise de démence grave, qu'elle s'était emparée de ses biens et qu'elle était désormais juridiquement et mentalement incapable d'assurer la confidentialité et la rigueur de ses traductions littéraires. En l'espace de quelques heures, 2 de ses plus gros clients annulèrent leurs projets en cours, laissant Clara face à un abîme financier imprévu, alors même que les honoraires d'avocat commençaient à s'accumuler. Les jours suivants testèrent les limites de la persévérance de Clara. Confinée chez elle, craignant à chaque instant de voir Lucas surgir avec un huissier ou de subir une nouvelle attaque en ligne, elle passait ses nuits à travailler sous la lueur blafarde d'une lampe de bureau, tentant de rassurer ses contacts restants tout en préparant les pièces justificatives pour le tribunal. La solitude devint un poison lent. Une nuit, alors que la pluie martelait les vitres du salon, Clara s'effondra pour la première fois. Les larmes, qu'elle avait si farouchement retenues devant Lucas et ses parents, coulèrent le long de ses joues. Elle se demanda, le cœur serré par l'angoisse, si le prix de sa dignité et de sa liberté n'était pas trop lourd à porter pour une femme seule contre une famille entière bien décidée à la broyer pour sauver les apparences. Le vendredi, alors qu'elle venait de passer une énième journée stérile à essayer de débloquer sa situation bancaire, son téléphone sonna à nouveau. Pensant à une nouvelle provocation de Lucas, elle s'apprêta à rejeter l'appel, mais le numéro affiché sur l'écran lui était totalement inconnu. Elle inspira profondément, lissa sa voix pour masquer sa détresse et décrocha. « Allô ?» Un silence de 2 secondes s'ensuivit, puis une voix masculine, grave, posée et empreinte d'une bienveillance oubliée, résonna à l'autre bout du fil. « Clara ? Bonjour, c'est Julien à l'appareil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, nous avions collaboré l'an dernier sur la traduction de ce traité d'architecture paysagère. » Clara se redressa sur sa chaise, surprise par cette intrusion inattendue du passé. Avant qu'elle ne puisse répondre, Julien poursuivit d'un ton plus sérieux et inquiet. « Écoutez, je sais que cela fait des mois, mais je viens de recevoir un message extrêmement étrange et calomnieux de la part d'un certain Lucas à votre sujet. Connaissant votre rigueur et votre intégrité professionnelle, j'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. J'ai pensé que vous deviez savoir ce qui se trame, et surtout, j'ai pensé que vous aviez peut-être besoin d'aide. » À ces mots, Clara sentit un frisson parcourir son échine, réalisant que le destin venait de placer un allié inattendu sur sa route de ronces. Le lendemain après-midi, c'est dans le cadre feutré d'un petit café discret, situé à quelques kilomètres de la propriété, que Clara et Julien se retrouvèrent. Choisissant une table isolée près d'une verrière où la lumière d'automne filtrait doucement, Clara observait l'homme assis en face d'elle. Julien n'avait rien d'un héros de roman à la prestance artificielle. C'était un homme simple, au regard franc et aux mains marquées par son travail d'architecte paysagiste. Dès les premières minutes, sa présence calme et solide agit comme un baume sur les nerfs à vif de la jeune femme. Sans détour, Julien lui montra sur sa tablette le courriel infâme que Lucas avait envoyé à tout son réseau. « C'est d'une lâcheté sans nom, » dit-il d'une voix basse mais vibrante d'indignation. « Personne dans notre milieu ne croit à ce tissu de mensonges, Clara. Votre réputation est bâtie sur votre talent, pas sur les délires d'un homme aux abois. » Touchée par cette marque de confiance, Clara se laissa aller aux confidences pour la première fois depuis le début de cette crise. Elle lui raconta tout. L'invasion de sa maison par ses beaux-parents, la phrase méprisante de son mari et le piège juridique qu'elle lui avait tendu en retour. Julien l'écouta sans l'interrompre, un respect grandissant se lisant dans ses yeux sombres. Loin de chercher à jouer les sauveurs ou à minimiser sa force, il partagea à son tour une partie de son histoire. Quelques années auparavant, Julien avait lui aussi tout perdu, trahi par un associé en qui il avait une confiance aveugle. Son entreprise avait fait faillite, ses économies s'étaient envolées, et il avait dû rebâtir sa vie, pierre par pierre, à force de travail et de patience. « Je sais ce que c'est que de voir son monde s'écrouler à cause de la méchanceté d'autrui, » confia-t-il en fixant sa tasse de café. «
Mais je sais aussi qu'on se relève toujours plus fort lorsqu'on refuse de plier l'échine. Vous n'êtes pas seule, Clara. Si vous le permettez, je peux vous mettre en contact avec des éditeurs indépendants avec qui je travaille. Ils ont un besoin urgent de traduction et ils se moquent bien des rumeurs. » Cette rencontre marqua un tournant décisif. Dans les semaines qui suivirent, une routine douce et salvatrice s'installa entre eux, jetant les bases d'un romance réaliste et profondément mûr. Julien ne brusquait rien. Il respectait le deuil de son mariage et le traumatisme que Clara venait de traverser. Leurs échanges devinrent le port d'attache de la jeune femme. Parfois, Julien passait en fin de journée à la propriété, apportant des outils pour redonner vie au grand jardin de Clara, qui avait été complètement négligé pendant les mois de crise avec Lucas. C'était au milieu de ces parterres de terre retournés, en plantant de nouveaux rosiers et en taillant les branches mortes des vieux arbres, que leurs conversations devenaient les plus profondes. Ils parlaient de reconstruction, d'avenir, et de la beauté des choses qui prennent du temps à fleurir. Pour Clara, voir ce jardin reprendre vie sous les mains expertes de Julien était la plus belle des métaphores pour sa propre existence. Une douce complicité, faite de silence respectueux et de rires partagés, grandissait chaque jour un peu plus. Cependant, cette trêve enchantée fut de courte durée. Un mardi matin, alors que Clara venait tout juste de terminer la traduction d'un nouvel essai grâce au contact fourni par Julien, un coup de sonnette sec et impérieux retentit à la porte d'entrée. Le cœur de Clara manqua un battement. En ouvrant, elle se retrouva face à un huissier de justice au visage de marbre, qui lui tendit une épaisse enveloppe scellée avant de repartir sans un mot. Les mains de Clara tremblaient légèrement lorsqu'elle brisa le sceau dans son salon. La lecture des documents officiels lui coupa le souffle. Lucas, conseillé par un avocat sans scrupules et soutenu financièrement par ses parents, venait de lancer une contre-attaque d'une violence inouïe. Il l'attaquait formellement en justice pour préjudice moral dévastateur et expulsion abusive de personnes vulnérables, en faisant référence à ses parents âgés. Pire encore, la plainte demandait l'annulation immédiate de la clause d'exclusion de propriété et la vente forcée de la maison pour liquidation des biens du couple, tout en joignant des témoignages mensongers, affirmant que Clara souffrait de troubles psychologiques graves, la rendant dangereuse. Clara s'effondra sur son canapé, le document serré contre sa poitrine, réalisant que Lucas était prêt à salir son esprit et à lui arracher son dernier refuge pour ne pas admettre sa défaite. L'atmosphère du tribunal de grande instance était à l'image de l'angoisse qui rongeait Clara depuis des jours, lourde, grise et solennelle. Assise sur le banc en bois verni de la salle d'audience préliminaire, la jeune femme serrait nerveusement les mains sur ses genoux, s'efforçant de maintenir cette posture digne et droite qui la caractérisait. À ses côtés, Thomas, son avocat, feuilletait une dernière fois les pièces du dossier d'un air grave. De l'autre côté de l'allée centrale, la présence de la famille de Lucas agissait comme une provocation silencieuse. Lucas arborait un costume sombre, une mine grave et faussement abattue, calculée pour attirer la sympathie du magistrat. Juste derrière lui, Evelyne et Charles jouaient à la perfection la comédie des parents âgés, fragiles et injustement bousculés. Evelyne, un mouchoir en dentelle pressé contre ses yeux secs, laissait échapper de petits soupirs théâtraux à chaque fois que le regard du juge se posait sur leur groupe, tandis que Charles affectait une démarche voûtée et douloureuse qu'il n'avait jamais eue dans les couloirs de la maison de Clara. Lorsque la séance s'ouvrit, l'avocat de Lucas prit la parole avec une théâtralité agressive. D'une voix forte qui résonnait sous les hauts plafonds de la salle, il brossa le portrait d'une Clara manipulatrice, calculatrice et mentalement instable, qui aurait prétendument prémédité l'humiliation publique de sa belle famille pour s'emparer des biens de son mari. Il présenta au juge une série de documents troublants. Des témoignages écrits et signés par 2 voisins que Lucas avait corrompus, affirmant avoir entendu Clara hurler des menaces au milieu de la nuit, ainsi que des captures d'écran de courriels truqués où la jeune femme semblait admettre sa volonté de détruire la réputation professionnelle de Lucas. Chaque mot mensonger transperçait Clara comme une lame acérée. Elle sentait le sol se dérober sous ses pieds à mesure que le juge cochait des notes sur son carnet, le visage fermé, visiblement influencé par la mise en scène dramatique de la belle-mère qui feignait de défaillir sur son siège. Lucas tourna brièvement la tête vers Clara, lui adressant un sourire en coin, discret mais empreint d'une cruauté triomphante qui disait clairement « Je t'avais dit de rester à ta place ». Thomas tenta de contre-attaquer en rappelant les droits de propriété exclusifs de sa cliente et l'absence totale de fondement médical des accusations psychiatriques,
Mais le doute avait été semé avec une habileté diabolique. Le juge, réajustant ses lunettes, prit la parole d'un ton neutre. Les accusations de falsification et d'instabilité psychologique au sein du foyer sont graves et interfèrent directement avec la validité des procédures de divorce en cours. Je ne peux statuer sur la liquidation de la communauté sans éclaircir ces éléments. C'est à cet instant de tension absolue, alors que son avocat s'apprêtait à demander un report, que Clara refusa de céder à la panique. Elle se força à détacher son regard du juge pour fixer Lucas. Elle l'observa minutieusement, analysant son attitude. Malgré son sourire victorieux, Lucas tapotait frénétiquement ses doigts contre la table et ouvrait à moitié sa sacoche en cuir pour y glisser nerveusement un stylo. À travers l'ouverture de la sacoche, le regard affûté de Clara capta un détail qui raviva instantanément sa mémoire de traductrice, habituée aux détails insignifiants. Dépassant d'une pochette intérieure, un en-tête de lettres officielles affichait un logo bicolore très spécifique, celui de la Banque Postale Internationale, une entité bancaire offshore réputée pour abriter des comptes de sociétés en faillite ou en cours de saisie à l'étranger. Clara se souvint alors d'une conversation téléphonique qu'elle avait surprise des mois auparavant, où Lucas mentionnait des transferts de fonds urgents et le besoin de trouver une caution immobilière solide pour masquer un trou financier. Tout s'éclaira dans son esprit avec la rapidité d'un éclair. La précipitation de Lucas à installer ses parents, sa tentative de lui faire signer des procurations, sa rage devant la porte close. Ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était de l'affolement. Sans un bruit, profitant du fait que l'avocat adverse lisait une énième fausse attestation, Clara prit un petit bloc-notes dans son sac. D'une écriture rapide mais parfaitement lisible, elle nota le nom de la banque et une directive précise pour son avocat. Elle fit glisser le papier vers Thomas en lui donnant un léger coup de coude. Thomas baissa les yeux, lut la note et ses sourcils se froncèrent d'étonnement. Il jeta un regard vers la sacoche de Lucas, puis vers Clara, comprenant immédiatement la portée de cette information. Se levant d'un bond interrompant la plaidoirie adverse, Thomas s'adressa fermement au magistrat. « Monsieur le juge, face aux accusations d'escroquerie morale portées contre ma cliente, nous demandons formellement que le tribunal ordonne une expertise financière d'urgence et une levée complète du secret bancaire concernant l'entreprise familiale de moniteurs et les comptes personnels des demandeurs. Nous avons de sérieuses raisons de penser que cette procédure n'est qu'un écran de fumée pour masquer une réalité bien plus sombre. » Face à cette demande inattendue, le visage de Lucas se décompose instantanément, perdant toute sa superbe. Après une brève délibération avec les greffiers, le juge frappa son marteau. Demande accordée. L'audience est suspendue pour un délai de 3 jours, le temps que les réquisitions bancaires soient transmises à la cour. Clara expira enfin, le cœur battant, sachant qu'elle venait de forcer Lucas à jouer sur un terrain où les mensonges ne suffiraient plus. Le délai de 3 jours accordé par le tribunal transforma la grande maison de Clara en une ruche silencieuse où le temps semblait s'être arrêté. Le soulagement d'avoir obtenu la vérification bancaire s'était rapidement dissipé pour laisser place à une attente nerveuse et étouffante. Durant ces 72 heures décisives, Julien devint le pilier invisible sur lequel Clara put enfin appuyer sa fatigue. Il ne la laissait jamais sombrer dans l'isolement. Chaque soir, après ses journées sur les chantiers paysagers, il s'installait à ses côtés dans le bureau. Ensemble, sous la lueur protectrice d'une petite lampe en cuivre, ils passaient des nuits blanches à trier, classer et analyser les moindres archives de la comptabilité familiale que Clara avait pu sauvegarder sur ses disques durs avant la rupture. Julien, habitué à la gestion rigoureuse des entreprises, apportait sa clarté technique là où les chiffres commençaient à s'embrouiller dans l'esprit épuisé de la jeune femme. C'était dans ces instants de vulnérabilité partagée, autour de tasses de café noir et de dossiers empilés, que leur lien se solidifiait, loin des artifices d'une séduction rapide, s'ancrant dans le respect mutuel et l'épreuve commune. Au 2e jour de leur recherche, les conclusions des réquisitions bancaires transmises par Thomas tombèrent comme un couperet, dévoilant la vérité dans toute sa sinistre splendeur. Les documents de la Banque Postale Internationale mirent en lumière un secret que Lucas avait dissimulé avec une énergie désespérée. L'entreprise de transport de son père, dont il avait repris la gestion exclusive, était en état de faillite virtuelle depuis plus de 6 mois, dévorée par des dettes colossales contractées par Lucas sur des plateformes de jeux d'argent en ligne à l'étranger. Pour éviter la saisie immédiate des biens de ses parents et dissimuler sa honte, Lucas avait élaboré un plan machiavélique.
vider la maison de ses parents avant qu'elle ne soit confisquée par les créanciers, les installer de force chez Clara, puis falsifier la signature de son épouse sur un acte d'hypothèque de leur propre demeure pour obtenir un crédit de sauvetage de plusieurs millions d'euros. L'arrogance de Lucas n'était que le bouclier d'un homme aux abois, prêt à sacrifier sa femme pour masquer sa propre déchéance financière et morale. La veille du jugement final, alors que la nuit tombait sur la ville et que Clara rentrait à pied d'une dernière réunion de préparation dans le cabinet de Thomas, une silhouette familière surgit de l'ombre d'un porche, lui coupant le passage. C'était Lucas. Mais ce n'était plus l'homme hautain et méprisant des semaines passées, ni le gendre idéal du tribunal. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en désordre, et ses yeux, cernés par l'angoisse, trahissaient une panique totale. En apercevant Clara, il s'avança vers elle, les mains tendues en avant dans un geste de supplication qui contrastait violemment avec sa violence passée. « Clara, je t'en prie, écoute-moi » lança-t-il, sa voix tremblant de manière hystérique sous l'effet de la peur. « Il faut que tu dises à ton avocat de retirer cette demande d'expertise financière. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. » Clara s'arrêta net sur le trottoir humide, croisant les bras sur sa poitrine, le regardant avec une froideur absolue qui le fit reculer d'un pas. « Je sais exactement ce que je fais, Lucas, » répondit-elle d'une voix calme, sans aucune colère apparente. Lucas laissa alors couler de vraies larmes de désespoir, saisissant brièvement le bout de sa manche avant qu'elle ne se dégage d'un geste sec. « Si le juge examine ses comptes demain, l'entreprise est morte, mes parents vont se retrouver à la rue et je risque la prison pour les documents que j'ai signés à ta place. Je t'en supplie, Clara, nous sommes mariés, nous avons des promesses. Tu ne peux pas détruire ma vie et celle de ma famille pour une simple dispute de maison. Reviens en arrière, je ferai tout ce que tu veux, mes parents repartiront s'il le faut. » Entendre cet homme invoquer les promesses du mariage alors qu'il avait tenté de la dépouiller de son identité et de son toit provoqua chez Clara un sentiment de profond dégoût, mais aussi une libération définitive. La pitié n'avait plus sa place ici. Elle le fixa droit dans les yeux, son visage de marbre éclairé par la lueur blafarde d'un lampadaire. « Quand tu as amené tes parents ici en me disant que mon avis ne comptait pas et que je devais me remettre à ma place, tu as choisi ton destin, Lucas. Ma place n'est pas dans ton mensonge. Elle est dans la vérité, et c'est la justice qui la dira demain. » Sans lui accorder un regard de plus, elle le contourna d'un pas ferme et pressé, laissant son ex-mari seul sur le trottoir, effondré contre un mur, écrasé par le poids de ses propres fautes, alors que le jour de la sentence approchait inexorablement. La grande salle d'audience principale du tribunal correctionnel était comble ce matin-là, baignée par la lumière crue de grands projecteurs qui accentuaient la solennité du lieu. Le murmure incessant de la foule, composé de journalistes locaux, de curieux et de membres du milieu des affaires, s'éteignit d'un coup sec lorsque le président de la cour pénale prit place, le visage grave, entouré de ses deux assesseurs. Clara, vêtue d'un tailleur d'un bleu nuit impeccable, était assise au premier rang de la partie civile. Ses mains, posées sur ses genoux, ne tremblaient pas. À ses côtés, Thomas ajustait ses lunettes, le regard fixé sur l'épais dossier rouge qui contenait les conclusions définitives des experts financiers de l'État. En face d'eux, l'arrogance de la famille de Lucas s'était définitivement évaporée pour laisser place à une atmosphère de fin du monde. Lucas, le teint livide, fixait obstinément le sol, tandis que ses parents, Charles et Evelyne, semblèrent s'être ratatinés sur leur siège, dépouillés de la superbe théâtrale qu'ils affichaient lors de l'audience préliminaire. Lorsque le président donna la parole à Thomas, la plaidoirie de la partie civile résonna sous les voûtes de la salle comme un réquisitoire implacable. Sans aucun effet de manche inutile, avec la rigueur froide d'un chirurgien, l'avocat présenta les conclusions de l'expertise financière internationale. Les documents officiels de la Banque postale internationale, projetés sur les écrans de la cour, mirent à nu l'ampleur du désastre. Thomas détailla un à un les virements frauduleux, les comptes cachés et les dettes de jeu astronomiques que Lucas avait accumulées en secret. Le coup de grâce survint lorsque l'avocat produisit l'analyse graphologique officielle de l'acte d'hypothèque falsifié. « Monsieur le Président, messieurs les assesseurs », commença Thomas d'une voix vibrante d'indignation. « Nous ne sommes pas face à un simple conflit conjugal ou à une mésentente familiale. Nous sommes face à une entreprise criminelle de spoliation. Cet homme a tenté d'effacer l'identité juridique et la propriété de son épouse, en imitant sa signature pour couvrir ses propres dérives. Il a utilisé ses propres parents comme des pions
pour occuper les lieux et forcer ma cliente à capituler sous la pression psychologique. Un murmure de désapprobation parcourut les bancs du public. Evelyne laissa échapper un véritable sanglot, mais ce n'était plus une comédie pour attirer la pitié. C'était le cri d'une mère qui réalisait enfin que son fils unique, qu'elle avait tant défendu, l'avait mené, elle et son mari, à la ruine absolue en les utilisant comme boucliers humains. Charles, le visage décomposé, tourna la tête vers son fils et murmura quelques mots inaudibles, les yeux pleins de colère et de trahison. Lucas ne bougea pas d'un millimètre, écrasé par l'évidence des preuves tangibles qui s'accumulèrent contre lui. L'avocat de la défense tenta une timide plaidoirie, invoquant la détresse psychologique de son client face à la faillite, mais ses arguments semblèrent dérisoires et désespérément vides face à la gravité des faits de faux en écriture publique et de tentatives d'escroquerie aggravées. Après 1 heure de délibération qui parut durer une éternité pour l'assistance, les magistrats réintégrèrent leur siège. Le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber sur le sol. Le président réajusta ses lunettes et commença la lecture du verdict d'une voix monocorde mais implacable. La sentence fut un triomphe absolu pour Clara. Le tribunal prononça le divorce aux torts exclusifs et capitaux de Lucas, annulant immédiatement toute demande de partage de la maison et confirmant la validité pleine et entière de la clause de propriété exclusive de Clara. De plus, Lucas fut condamné à verser à son ex-épouse une somme majeure au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et professionnel subi à cause de sa campagne de diffamation en ligne. Mais le véritable sommet dramatique de l'audience, celui que le public attendait avec une impatience palpable, survint lorsque le président aborda le volet pénal de l'affaire. Attendu que les faits de faux en écriture privée, d'usage de faux et de tentatives d'escroquerie bancaire sont caractérisés et ont été commis avec préméditation, déclara le magistrat en fixant Lucas. Le tribunal condamne Lucas à une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois fermes, avec mandat de dépôt immédiat. À ces mots, 2 policiers en uniforme s'avancèrent vers le banc de la défense. Le cliquetis métallique des menottes se refermant sur les poignets de Lucas résonna dans toute la salle. Lucas leva les yeux vers Clara, un regard de détresse et de supplication muette, mais Clara maintint son visage de marbre, ne lui accordant aucune larme, aucune haine, juste la dignité d'une femme qui venait de reprendre possession de sa vie. Alors que les policiers l'entraînaient vers la porte dérobée des cellules, Evelyne s'effondra dans les bras de son mari, réalisant l'ampleur du désastre familial. Clara se leva lentement, ferma son sac à main et quitta la salle d'audience d'un pas ferme, sans jamais se retourner, laissant derrière elle les décombres du passé. Les stigmates de la tempête s'effacèrent peu à peu des murs de la grande maison en pierre, laissant place à une clarté nouvelle qui semblait purifier chaque pièce autrefois étouffée par le mépris. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis le jour où les portes du tribunal s'étaient définitivement refermées sur Lucas. Pour Clara, le temps n'était plus un décompte anxieux ou une source d'angoisse quotidienne, mais un allié précieux dans sa reconstruction personnelle. Sa carrière de traductrice littéraire, loin d'être brisée par les calomnies passées, connaissait un essor sans précédent. Libérée de la peur, de la culpabilité et du contrôle psychologique, sa plume avait retrouvé une sensibilité, une fluidité et une force dramatique qui avaient rapidement séduit l'une des plus prestigieuses maisons d'édition de Paris. Le contrat d'envergure internationale qu'elle venait de signer le matin même, posé en évidence sur son grand bureau en chêne, n'était pas seulement une immense victoire professionnelle, c'était la preuve vivante qu'elle avait reconstruit son indépendance sur des fondations solides que personne ne pourrait plus jamais ébranler. L'émotion la plus intense de cette fin d'année se cacha pourtant dans le fond d'une simple enveloppe blanche, glissée dans sa boîte aux lettres au début de l'hiver. C'était une lettre d'Evelyne, écrite d'une main tremblante et incertaine depuis le petit appartement de banlieue où elle vivait désormais seule avec Charles, loin du luxe déchu de leur ancienne vie. Loin de l'arrogance et du mépris d'autrefois, son ex-belle-mère y confessait sa honte, sa solitude et sa profonde détresse, demandant pardon pour avoir été aveuglée par les mensonges de son fils unique et pour avoir tenté de détruire la seule personne qui les avait accueillis avec dignité. En lisant ces mots, assise près de la cheminée où crépitait un feu de bois joyeux, Clara ne ressentit ni triomphe cruel, ni amertume. Elle laissa échapper un long soupir, regarda les flammes danser, et choisit, en son forum intérieur, de leur pardonner. Non pas pour effacer ce qu'ils avaient fait, mais pour libérer définitivement son propre cœur de toute trace de rancœur. Le poids du passé venait de s'évaporer dans la chaleur de la pièce. En fin d'après-midi,
Alors que les derniers rayons d'un soleil doré caressaient la lisière de la forêt et doraient la façade de la maison, Clara descendit dans le jardin. L'espace extérieur, autrefois étouffé par les mauvaises herbes, la tristesse et la négligence de Lucas, était devenu un véritable chef-d'œuvre de vie, de verdure et de couleurs. Des parterres de roses d'hiver commençaient à éclore, exhalant un parfum doux, frais et réconfortant dans l'air frais. Au bout de l'allée principale, Julien était là, sa veste de travail posée sur un banc en pierre, en train de redresser une clôture en bois, avec cette même patience tranquille et cette force tranquille qui le caractérisait depuis leur première rencontre. En entendant le bruit familier des pas de Clara sur le gravier, il se retourna lentement, un sourire franc, sincère et lumineux éclairant son visage marqué par l'effort quotidien. Entre eux, les mots n'étaient plus nécessaires pour combler le vide ou pour expliquer les sentiments. Julien s'approcha d'elle d'un pas tranquille, tendant à Clara une tasse de café chaud qu'il avait préparé quelques minutes plus tôt dans la cuisine, et leurs regards se croisèrent dans un silence d'une intensité rare, chargé d'une complicité que seules les épreuves partagées peuvent forger. Il n'y avait pas de promesses théâtrales, de grands discours ou de déclarations passionnées et artificielles. Leur amour s'était construit pas à pas, dans l'ombre des difficultés et des larmes, comme ces plantes robustes qui s'enracinent profondément dans la terre, avant de fleurir au grand jour. Julien passa doucement sa main calleuse sur la joue de Clara, un geste d'une tendresse infinie qui balaya instantanément les dernières ombres de ses souvenirs douloureux. Adossée contre lui, sentant la chaleur de sa présence et la solidité de ses bras, face à l'horizon qui s'embrasait de mille feux, Clara ferma les yeux et respira l'air pur de la liberté retrouvée. Elle n'était plus la femme soumise à qui l'on ordonnait de rester à sa place. Elle était une femme forte, résiliente, aimée pour ce qu'elle était, et désormais pleinement et définitivement maîtresse de son propre destin. Le voyage de Clara s'achève ici. En transformant sa blessure en une victoire éclatante, elle a prouvé que personne n'a le droit de nous dicter notre place. Et vous, qu'avez-vous pensé de l'histoire de Clara? Auriez-vous agi de la même manière à sa place? La fin de Lucas est-elle juste? Donnez votre avis dans les commentaires, aimez et partagez cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout.